bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé désormais du mardi. Je suis heureux d'accueillir ce soir le docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale, sexologue, ancienne PH au CHU de Lille, ex-présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, pour son ouvrage « Femmes, réveillez-vous » chez First Éditions, véritable cri d'alarme et mise au point d'une profession en souffrance. Docteur Letombe, bonsoir. Bonsoir. Votre livre est d'abord et entièrement dédié à la santé des femmes. De la femme. Vous expliquez que leur espérance de vie plus longue est liée, bien sûr, au progrès de la médecine, aux antibiotiques, aux vaccins, et à ceux de votre spécialité. Surtout notre spécialité. La contraception, la médicalisation de l'accouchement, la légalisation de l'IVG, qui a été un de vos premiers combats. Tout à fait. Dans les années 70. Alors, votre ouvrage est un manifeste qui aborde, je dirais, sans détour et sans langue de bois, les difficultés et les enjeux auxquels est confrontée la gynécologie. On a cité une décroissance démographique, les comportements, l'empathie autoritaire, paternaliste, maladroit, les réseaux sociaux. Tout le monde est maintenant épidémiologiste, infectiologue, expert de santé, sexologue, gynécologue. Le côté obscur de la réalité avec la recherche du sensationnel. Vous dites quelques cas isolés sont montés en épingle. Bien sûr. Le retour au naturel avec l'accouchement à la maison et un principe de précaution poussé à l'excès. Voilà. Alors, bien entendu, votre livre est très très riche. J'ai choisi un certain nombre de sujets sur lesquels je vais vous demander votre point de vue éclairé. Oui, parce qu'il y a plusieurs crises et plusieurs polémiques. Alors, on va commencer par la gynécologie médicale, une spécialité que je dirais presque en errance, en grande difficulté. Elle est en difficulté, mais elle réapparaît. En fait, il faut savoir que la gynécologie médicale est quelque chose de très spécifique français. Ça n'existe pas dans les autres pays. Dans tous les autres pays, nous avons des gynéco-obstétriciens. Et certains gynéco-obstétriciens font le choix de faire plutôt de la gynécologie médicale et de l'endocrinologie. Il y a eu une tentation à un moment donné de revenir vers la gynéco-obstétrique. Alors, c'est ce qu'on espérait, et en fait, ça n'a duré qu'un an. Et pour en finir, il y a eu une scission et 2 DES qui ont été créés. Donc, le DES de gynécologie médicale qui a été créé en France. Et ce DES n'a été créé après l'arrêt en 86 des certificats qu'en 2004. Et donc, les premiers sortis sont sortis en 2008. Et à cette époque-là, il n'y avait que 10 postes sur toute la France. Aujourd'hui, nous avons 90 postes sur toute la France. Donc, c'est vrai que cette gynécologie médicale est en train de réapparaître, mais on a une baisse énorme puisqu'on avait 2000... Très souvent en consultation, des patientes nous demandent un gynécologue et même à Paris, on a des difficultés pour leur conseiller quelqu'un. Vous expliquez, vous dites qu'il y avait 2000 en l'an 2000, il y en a 800 actuellement. Donc c'est ça. On a perdu plus de la moitié. Donc ça réapparaît, mais très doucement. Donc en fait, c'est sûr qu'on a besoin des médecins généralistes qui font une formation spécifique gynécologique pour au moins faire le premier niveau de prise en charge gynécologique. On a besoin des sages-femmes pour faire de la prévention et du dépistage. C'est d'ailleurs ce que on leur a donné comme compétence. C'est même un transfert de certaines tâches. Je crois qu'elles s'occupent de la ménopause maintenant. Ah non. Elles ne devraient pas. Elles ne devraient pas. A priori, elles sont formées pour l'accompagnement de la grossesse, la mise au monde des enfants et l'accompagnement du postpartum. Et elles sont formées pour faire de la prévention et du dépistage aux étapes de la vie génitale, c'est-à-dire avant la ménopause. La ménopause, évidemment, c'est quelque chose de physiologique. On est d'accord. Mais comme c'est quelque chose qui peut être responsable, cet arrêt, cette carence hormonale peut être responsable de symptômes d'une altération de la qualité de vie majeure et surtout de pathologies chroniques, il faut quand même avoir une consultation médicale. Et cette consultation médicale, pour prévoir les éventuels risques carcinologiques, cardiovasculaires ou osseux, nécessite d'être médecin. Donc mais on observe en médecine un transfert de tâches, pas seulement dans votre spécialité, mais dans d'autres. Bien sûr, mais je ne pense pas que la ménopause soit possible, que la prise en charge soit possible pour une sage-femme, parce qu'elle a quand même tout un parcours qui est essentiellement dédié aux femmes en activité génitale. Parfait. Est-ce qu'on peut aborder, docteur Letombe, la relation intime des femmes avec leur gynécologue et avoir votre sentiment sur les violences gynécologiques, terme que vous réfutez?
Ah oui, je réfute le terme de violence. On peut dire un mot sur la relation médecin-patiente, d'abord. Oui, alors il est certain que c'est une spécialité très particulière. Très intime. Hein. Évidemment, puisque c'est l'examen de la zone génitale et sexuelle qui a à voir avec la grossesse, avoir la sexualité. Donc c'est évidemment... Vous dites même avec la nudité, simplement, bien sûr. Chez les jeunes filles. Déjà un examen, la nudité simple, c'est quelque chose de difficile, notamment chez les femmes jeunes. Donc vous imaginez la nudité plus la position gynécologique, c'est quelque chose qui n'est pas facile à admettre et à accepter. Donc c'est évident que cet examen-là ne peut pas se faire comme cela. Ça n'est pas banal. Ça n'est jamais banal. Ça l'est peut-être pour le médecin, et c'est dommage, ça ne devrait pas l'être, mais ça n'est jamais banal pour une femme, même quand elle n'est pas une jeune fille, même quand elle n'est pas... Toutes les femmes, quand elles ont un examen annuel, elles n'aiment pas obligatoirement cette position gynécologique. Donc c'est sûr que ça doit se faire avec beaucoup de bienveillance, avec un consentement. Un dialogue qui parfois est absent. Alors le problème, vous l'avez dit vous-même, c'est qu'il y a un manque vraisemblablement de médecins et donc de temps, et que ce manque de temps fait peut-être que l'écoute et l'empathie en pâtissent, justement. Et c'est dommage, parce que il ne peut pas y avoir une consultation gynécologique qui soit bien vécue s'il n'y a pas cette écoute et ce consentement. Alors, il y a des gestes, et puis on utilise des instruments pénétrants, invasifs, dont le spéculum, qui, vous l'expliquez, a peu évolué finalement depuis l'Antiquité. Non, mais pour voir un col utérin, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser un spéculum. Mais le spéculum, à partir du moment où déjà... Alors, moi, je pense qu'il est vraiment important qu'on explique aux femmes comment se passe l'examen et qu'est-ce que l'on va utiliser. Moi, la première fois que je vois une femme en consultation, je lui montre le spéculum, je lui fais même toucher le spéculum pour lui expliquer comment je vais le placer et pourquoi je le place et ce qui va se passer. Donc il faut vraiment le faire avec beaucoup de douceur. À partir du moment où la femme comprend l'intérêt de l'examen gynécologique, elle peut s'y plier avec une certaine acceptation, parce que c'est vrai que ça n'est pas agréable. Alors de là à dire que c'est douloureux, ça l'est quand ça se fait dans de mauvaises conditions, mais ça n'est pas un examen évidemment agréable. Ça ne veut pas dire pour autant que les gynécologues soient violents. À côté vous dites d'ailleurs, vous l'expliquez, vous dites un toucher vaginal n'a rien à voir avec un viol, un geste médical n'est pas un geste sexuel. Non, en fait c'est le médecin qui va s'occuper de cette zone-là, donc c'est un geste de soin. Ça n'a pas de connotation sexuelle, même si c'est la zone sexuelle. Donc il ne faut pas mélanger les genres. Ça ne peut pas être un viol s'il n'y a pas de connotation sexuelle. Vous dites souvent dans les affaires qui ont défrayé la chronique. La chronique, oui, un des patrons des principaux services parisiens était accusé de violence, et vous dites souvent c'est pas de la violence, c'est de la maladresse, c'est un manque de générosité, c'est une brutalité morale, c'est un manque d'empathie. Oui, c'est exactement ça. Et puis, alors je sais pas s'il faut parler de ce cas particulier, mais ce cas particulier, c'est quand même un chirurgien qui prenait en charge essentiellement des femmes endométriosiques et des femmes qui venaient le voir pour vraiment en dernier recours. Donc, il voyait obligatoirement des femmes déjà douloureuses. Alors maintenant, je ne vais pas prendre le parti ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a certainement eu des choses qui se sont mal passées. Mais de là à dire à accepter qu'il puisse avoir un procès pour viol, ça, j'ai du mal à l'entendre parce qu'il n'y avait pas de connotation sexuelle. A priori. Parlons maintenant, docteur Letombe, de la pilule qui est quelque part devenue le diable. Autrefois, le cheval des batailles des féministes. Oui, ça a libéré la sexualité des femmes, bien sûr. Et c'est actuellement l'objet de toutes les peurs, de tous les doutes. Et là, quand on regarde les chiffres, on est vraiment effaré. Parce qu'on est dans un contexte d'hormonophobie. Et ce contexte d'hormonophobie a démarré en fait avec la peur du traitement hormonal, ça c'est déjà dans les années 2000, et puis petit à petit, à partir de 2010, on a vu aussi la baisse de la possibilité de prescription de la contraception classique œstroprogestative, et puis il y a eu la crise de 2012-2013 sur la crise de la pilule, vraiment la crise franco-française, parce que ça a touché essentiellement les Français, et on voit aujourd'hui une baisse importante de prescription de contraception hormonale.
notamment la contraception œstroprogestative. On s'y perd beaucoup sur ces pilules de première, de deuxième, de troisième génération. Oui, alors c'est pour ça que j'ai consacré vraiment un chapitre assez important sur l'explicitation de ce que c'est que ces contraceptions de première, deuxième, quatrième génération. Parce que c'est vraiment important d'expliquer aux femmes que toutes les pilules ne se valent pas. Elles sont toutes différentes et qu'il y a des raisons de prescrire telle ou telle, de conseiller telle ou telle. On voit, vous expliquez, une femme sur 3 seulement y recourt actuellement et des femmes de plus en plus jeunes utilisent... Qui n'utilisent plus de contraception médicale. Elles se tournent vers le dispositif intra-utérin ou l'implant. L'implant, c'est hormonal. Le dispositif intra-utérin, ça n'est pas hormonal. Mais on a de plus en plus de jeunes femmes qui utilisent les contraceptions naturelles, c'est-à-dire le retrait, c'est-à-dire le préservatif, et donc des contraceptions qui sont pas suffisamment efficaces pour des femmes très jeunes, très fertiles. Oui, vous expliquez que la pilule est quand même le moyen le plus efficace. Oui, et l'intérêt de la pilule, c'est que ça gère le cycle menstruel. Le cycle menstruel n'est pas obligatoirement une bonne chose pour les femmes. Le cycle menstruel est responsable de beaucoup de symptomatologie, de pathologie parfois, et pouvoir gérer son calendrier menstruel et gérer certains symptômes difficiles à vivre, comme le syndrome prémenstruel ou des ménorrhagies ou des douleurs de règles, avec une contraception hormonale, c'est une bonne chose. Vous expliquez, la pilule a été discréditée et en même temps le prescripteur. Oui, et on a oublié que la pilule, ça a diminué certains cancers aussi, donc on ne le dit pas suffisamment. Les femmes ont peur du surrisque de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Bien sûr, c'est pour cela cette crise de 2012-2013 a certainement été utile pour nous rappeler que la contraception œstroprogestative était quand même un moyen de prévention et qu'il n'était pas possible de prendre un risque, quel qu'il soit, pour un moyen de prévention, et que bien sûr, ça nécessitait un interrogatoire très ciblé sur les risques cardiovasculaires familiaux. Et c'est vrai que chez des femmes jeunes, on n'a pas toujours l'histoire familiale. Quand on rencontre une jeune fille de 16-17 ans, elle n'est pas toujours au courant de son histoire familiale. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut être vraiment très prudent et utiliser une contraception hormonale sans risque. Thrombotique, ça existe. Vous avez une formule choc, vous dites être enceinte, accoucher, tue plus que la pilule. C'est vrai. C'est vrai. Des pilules, certaines pilules font peur à cause de tumeurs cérébrales, je pense au méningiome. Alors, il y a une certaine classe hormonale, c'est de progestatifs de synthèse, qui ont été beaucoup utilisés en France, du fait de cette gynécologie médicale qui était très endocrinologique. Et c'est vrai qu'on a mis en évidence une augmentation de la fréquence de certaines tumeurs tout à fait bénignes, qui s'appellent le méningiome, et qui sont des tumeurs cérébrales, qui ont des récepteurs au progestatif, qui disparaissent en général à l'arrêt du traitement. Et ça a été un signal d'alarme sur la prescription de ces progestatifs que nous avons utilisés largement. Quoi qu'il en soit, c'est une tumeur très rare, donc même si on multiplie un risque qui est très rare par... C'est ce que j'ai appris dans votre livre, parce que parfois on aperçoit, on voit un article en disant le risque est multiplié par 12,5 et vous dites par exemple pour le luténil, il passe de 0,01 à 0,125. Donc c'est bien multiplié par 12, mais c'est très peu. Et surtout, c'est une tumeur qui est bénigne et qui en général va disparaître à l'arrêt du traitement. Donc on a maintenant des recommandations pour ne prescrire que certaines doses, un certain temps, dans une certaine tranche d'âge. Et vous expliquez, vous craignez que finalement ça retentit sur le nombre des hystérectomies qui avaient baissé. C'est clair. C'est clair parce que ces progestatifs de synthèse étaient très utilisés dans la tranche d'âge où les femmes commencent à avoir de gros problèmes de cycle avec des ménorrhagies, des hémorragies. Et donc, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir que 14% des femmes qui sont hystérectomisées à l'âge de la ménopause. Dans les pays anglo-saxons, elles sont 40%. Parce qu'ils n'utilisent pas ces traitements hormonaux. Donc, il est possible que chez nous, on puisse aussi voir augmenter le nombre des hystérectomies en perdant cette thérapeutique médicale. Alors, je passe de la pilule au traitement hormonal, ex-traitement hormonal substitutif qui est devenu traitement hormonal de la ménopause. Oui. Dans les années 60, vous dites c'est l'âge d'or de la ménopause, le traitement était proposé presque systématiquement. Les hormones de jouvence.
Et puis, très vite, on a évoqué les risques de cancer, les risques de thrombose. Il y a eu de nombreuses méta-analyses qui ont discrédité quelque part, ou qui en tous les cas fait peur aux femmes de prendre ces hormones. Alors, à juste titre, il y a eu cette étude américaine, la WHI, qui a été publiée en 2002, qui était une très grosse étude randomisée, mais il faut retenir que cette étude, elle nous a appris quelque chose quand même. Elle nous a appris qu'il fallait traiter les femmes en début de ménopause et puis qu'il fallait bien connaître le risque vasculaire de ces femmes et utiliser certains traitements et pas d'autres. Donc, on peut tirer quand même du bénéfice de cette étude qui a fait des dégâts terribles. Des dégâts, 2 millions de femmes étaient traitées, 400 000 actuellement. Oui. On n'a plus que 6% des femmes aujourd'hui en France traitées par un traitement hormonal de ménopause, alors qu'on sait qu'au moins 25% des femmes en début de ménopause mériteraient un traitement. Donc, vous voyez le gap. On sent une réticence, docteur Letombe, chez les gynécologues. Souvent, quand on envoie une patiente, on sent, moi, j'ai connu cette époque où le traitement était quasi systématique. Ouais. On sent quand même quelque part une résistance. C'est le principe de précaution. Bien sûr. Et ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est quand même que nos recommandations institutionnelles n'ont pas évolué. Depuis 2004, 2014, il y a eu des recommandations toujours qui nous disent le traitement hormonal, le moins longtemps possible avec la dose la plus faible possible. On ne rappelle pas l'intérêt du traitement hormonal et maintenant, on a vraiment énormément d'études qui nous montrent l'intérêt en début de traitement sur le plan cardiovasculaire et même l'étude américaine l'a montré. Même l'étude américaine. Et en prévention du risque fracturaire, même l'étude américaine nous l'a montré. Donc on est aujourd'hui carrément à l'inverse. Moi, je reviens du congrès de ménopause internationale de Lisbonne la semaine dernière, où vraiment toutes les sociétés internationales tirent la sonnette d'alarme en disant il faut de nouveau traiter les femmes, il faut les prendre en charge en début de ménopause. Justement parce que notre espérance de vie augmente, que l'espérance de vie des femmes aujourd'hui est à plus de 86 ans, et que ça fait plus de 30 à 35 ans de vie en période ménopausique. Et la femme, quand elle est ménopausée, elle est en carence œstrogénique totale. Donc, on sait qu'on a des facteurs de risque, notamment osseux et cardiovasculaires, voire cognitifs, augmentés du fait de cette carence. Sauf que le risque principal, en tous les cas pour les dames, c'est le cancer du sein. Le risque de cancer du sein. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que en dehors du traitement hormonal, une femme sur 8 va faire un cancer du sein. Et vous dites l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids sont des facteurs de risque supérieurs au traitement hormonal. Tout à fait. Si vous ajoutez tout cela, toutes ces fautes au niveau de l'hygiène de vie, c'est-à-dire le surpoids, la sédentarité, le tabac et l'alcool, ont tous un risque. Tout à l'heure, on parlait du risque relatif. Là, quand vous avez un risque à 1 et que vous avez une conduite qui aggrave votre risque, on vous dit votre risque, s'il est multiplié par 2, on dit là, vraiment, on est sûr. S'il est multiplié par 2, il y a une certitude que ce que vous faites, c'est pas bon. Quand vous prenez 2 verres d'alcool, quand vous fumez, quand vous êtes sédentaire, quand vous êtes en surpoids, vous avez un risque de cancer du sein à 1,3. Si vous prenez un traitement hormonal avec les traitements américains, pas avec le traitement spécifique à la française qui correspond à des hormones bioidentiques, et donc tous les résultats que l'on a aujourd'hui sur le plan international sont des résultats d'œstroprogestatifs de synthèse internationaux, le risque est à 1,3. On devrait davantage tirer la sonnette d'alarme sur le mode de vie. Vous avez 2 formules choc. Vous dites 20 ans après le quasi-abandon du traitement hormonal, le cancer du sein ne cesse d'augmenter. Oui, incontestablement. Par an. Et vous dites le cancer de la prostate augmente alors que les hommes ne prennent pas d'hormones. Bien sûr. On sait bien que c'est notre mode de vie et notre environnement qui augmente les cancers hormonodépendants. Je ne vous l'apprends pas. Et c'est pas le traitement hormonal. Alors je ne dis pas que le traitement hormonal, s'il y a au niveau mammaire des cellules hormonodépendantes, le fait de prendre un traitement hormonal ne déclenchera pas un cancer. Peut éventuellement le faire se développer, il sera découvert plus vite. Mais c'est tout. Ça n'est pas davantage. Alors on fait une fixation sur le sein et puis les problèmes cardiovasculaires des premières années de la ménopause. Et on oublie que donc, la mortalité féminine, elle n'est que de 9% pour le cancer du sein et elle est de 35% pour le risque cardiovasculaire. Donc vous avez beaucoup plus intérêt à prendre un traitement qui vous protège sur le plan cardiovasculaire en début de ménopause
plutôt que d'avoir cette phobie du traitement hormonal par rapport au risque de cancer du sein, qui de toute façon est très fréquent. Mais quand le traitement, puisque là maintenant vous prescrivez un traitement sur une durée qui est relativement courte, il y a un effet rebond à l'arrêt? Alors, il n'y a pas de... Quand je vous dis les recommandations institutionnelles, c'est les doses les plus faibles possibles, le moins longtemps possible, c'est toujours une réévaluation annuelle en fonction de ce que l'on attend du traitement. Si on a une altération de la qualité de vie et qu'en arrêtant le traitement, on retrouve une altération de la qualité de vie, on remet en place le traitement. Si on donne le traitement pour prévenir un risque fracturaire parce qu'il y a une ostéoporose, on peut très bien continuer le traitement aussi longtemps qu'on en attend un bénéfice. Dès qu'apparaît un risque, on arrêtera le traitement. Mais il n'y a pas de recommandation de durée limite. Traitement à la carte et pas systématique. Exactement, comme ça adapté. a été à un moment. Pas de traitement standardisé, mais vraiment adapté. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'accouchement à la maison. L'accouchement au naturel. Oui, on a un retour au naturel. J'arrête pas de le dire dans ce livre, que la nature n'est pas bonne obligatoirement. La nature, c'est tomber malade, voire en mourir. Et accoucher à la maison, c'est prendre des risques, évidemment. Vous dites une centaine de femmes décèdent chaque année de complications liées à la grossesse. Et vous dites ça fait quand même une femme tous les 15 jours. Et tous les 4 jours, le risque est multiplié par 4 à plus de 40 ans, par 2 en cas d'obésité. Incontestablement, donc ces femmes-là sont des femmes à risque. Il faut absolument déjà qu'elles soient suivies médicalement et qu'elles accouchent dans un cadre sécurisé. Cadre sécurisé qui pourrait être dans des maisons spécialisées ou dans des grands services hospitaliers. Alors, je peux comprendre que les femmes aient envie d'avoir un accouchement physiologique, c'est-à-dire avec le moins d'actes possible, mais toujours dans un cadre sécuritaire. Pour que le cadre sécuritaire soit existant, il faut que ce soit une maison de naissance dans le cadre d'une maternité. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'on peut pousser une porte et avoir accès à une péridurale si, par exemple, la douleur est trop importante, à une césarienne s'il y a des difficultés d'extraction de l'enfant, à une réanimation s'il y a une hémorragie cataclysmique. Tout ça, ça ne peut pas toujours se prévoir. Si on ne peut pas le prévoir, il faut être dans un cadre où la sécurité permettra d'avoir accès à toutes ces techniques. Mais l'accouchement n'était pas trop médicalisé à un moment donné, les femmes fixées sur le dos, des cathéters, des capteurs. Je pense qu'elles ont raison. Partout. Je pense qu'elles ont raison et qu'on probablement. On en a certainement fait trop. C'est bien qu'il y ait une prise de conscience et qu'on revienne à quelque chose de plus physiologique, mais ne perdons pas la sécurité. Je voudrais, on est presque au terme de notre entretien. Vous voulez peut-être dire un mot sur l'IVG ? Alors l'IVG, c'est une avancée majeure pour les femmes, et on voit bien que dans les pays où il n'y a pas de légalisation de l'IVG, il y a une mortalité féminine dramatique. Ou un retour rétrograde. Oui, alors vous faites appel à ce qui se passe aux États-Unis. En France, je crois qu'il n'y aura pas de retour possible sur la législation de l'interruption volontaire de grossesse. C'est passé dans les mœurs. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne donne certainement pas suffisamment de moyens aux divers centres d'orthogénie pour pouvoir avoir la possibilité d'accepter les femmes en urgence. Donc, dès qu'elles demandent un accès à l'interruption volontaire de grossesse, elles devraient pouvoir être reçues dans les 48 heures. Elles devraient pouvoir accès soit au traitement médicamenteux, soit un geste chirurgical, ce qui n'est pas le cas. Et c'est vrai que je me suis permis de donner un avis sur l'allongement du délai qu'on a mis en place en France là, parce que je pense que ça n'est pas rendre service aux femmes. À la fois, vous parlez de l'allongement du délai et de l'IVG médicamenteuse. Vous expliquez qu'elle peut se dérouler seule chez soi après une téléconsultation. Et c'est possible désormais. Voilà. Et ce qui me touche, c'est que quand on le fait seul à la maison, c'est sans accompagnement. Et je pense qu'il est très important que les femmes puissent être écoutées, entendues, accompagnées. Voilà, je vous remercie, docteur Letombe, pour ce cri, pour finalement ces explications qui sont, je pense, tout à fait indispensables pour la majorité de nos auditrices et généralement des femmes françaises. Ce que j'espère, c'est qu'elles vont retrouver confiance dans la consultation gynécologique. C'est important pour elles qu'elles continuent à venir
voir les gynécologues pour le dépistage, qu'elles continuent à se faire prendre en charge quand elles ont des pathologies gynécologiques, qu'elles se fassent accompagner quand elles sont enceintes et qu'elles prennent pas le risque d'accoucher sans ce cadre sécuritaire. Et qu'on puisse, nous, les trouver plus facilement. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.